Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto d'infotographiste.com. J'ai découvert il n'y a pas longtemps un nouveau logiciel, ou plus exactement une nouvelle suite logicielle, qui est développée par une société qui s'est dénommée Affinity. Donc qui est développé par, ça s'appelle Serif Affinity. Donc là, aujourd'hui, je vous propose de découvrir un des logiciels de la future suite. La plupart des applications sont en développement, ou en cours de développement, ou en bêta, notamment sous Windows. Les logiciels ont été développés en premier lieu sur Mac, ce qui peut paraître un peu logique étant donné que beaucoup de professionnels, et la quasi-totalité, travaille sur Mac, s'agissant notamment de la PAO et du graphisme en général. En fait, il s'agit ici du logiciel qui correspondrait, si on veut faire la comparaison avec la suite Adobe, à InDesign, donc un logiciel de mise en page, qui est pour le moment en bêta sous Windows. Et donc ce que je vous propose, c'est de découvrir aujourd'hui un peu l'interface de ce logiciel pour voir un petit peu comment ça se présente et puis voir si les différences sont vraiment notables avec la référence du secteur qui est utilisée par maintenant une grande partie des infographistes, notamment infographistes PAO qui travaillent sur tout ce qui est impression. Faire une comparaison avec donc le ténor qui s'appelle InDesign. Alors aujourd'hui on va juste jeter un coup d'œil à l'interface, voir comment ça se présente. Alors quand on ouvre Affinity Designer, on arrive sur cette grande fenêtre, donc qui se présente pas très différemment finalement des logiciels habituels et notamment ceux d'Adobe. Pour pouvoir accéder à tout, on va tout simplement ouvrir un fichier. Donc on va faire fichier nouveau ou CTRL-N pour ceux qui ont l'habitude. Et puis on va retrouver une fenêtre qui finalement est assez familière à ceux qui ont déjà utilisé InDesign. C'est-à-dire une petite fenêtre qui va vous permettre de paramétrer le document sur lequel vous travaillez. Alors on va retrouver un peu les choses habituelles qu'on a également chez le concurrent Adobe. Soit on va travailler sur un document à imprimer, soit on va être sur impression bon à tirer, c'est-à-dire que là on va respecter un certain nombre de codes et de normes propres à la profession de l'imprimerie. Ensuite on va pouvoir travailler éventuellement sur de la photo, du web, ou pour des périphériques, c'est-à-dire que j'imagine que on va se retrouver avec des formats correspondant à l'iPad Air, etc. Donc tout ça c'est quelque chose qu'a plus ou moins introduit InDesign depuis quelques temps, mais peut-être pas de manière aussi complète finalement. Ça permet de choisir dès le départ si on travaille sur du format impression. Si on travaille sur du web, bien sûr on va passer immédiatement dans des formats qui correspondent à des résolutions connues. On est en pixels, on n'est plus en millimètres, alors qu'évidemment quand on est en impression, on est tout de suite en millimètres, où on va nous proposer des formats qui sont A4, A1, A0, A2, etc., qui sont des formats de papier. Donc moi je vais vous proposer de démarrer sur un document de type impression, puisque c'est ce que je connais le mieux, étant donné que je suis infographiste PAO. On va partir sur un A4 tout bête, donc en millimètres. Donc les millimètres il les met lui-même ici, 210 par 297, et puis 300 dpi, puisque c'est la résolution qui est utilisée par défaut en impression aujourd'hui dans les standards d'impression du monde entier. En revanche, la couleur n'est pas standard ici, pour l'impression je parle. Donc on est en RVB, donc avec un profil de couleur sRGB qui est standard en l'occurrence pour les écrans, mais qui en revanche n'est pas bon, c'est pas un standard pour l'impression. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en CMJN, donc c'est MYK. Alors je l'ai pas précisé, mais pour le moment il y a pas mal de choses qui sont traduites. Bon là je sais pas s'ils ont l'intention de traduire CMJN, mais enfin bon, admettons. Donc on va passer en CMJN, et puis ici par défaut il nous met US Web Coded parce que c'est un logiciel qui a été configuré de base pour les États-Unis. Il se trouve que chez nous en Europe, si vous avez suivi mes petits tutos sur le site, notamment sur l'impression et la photo et le tirage photo, on n'utilise pas les mêmes standards puisque les machines ne sont pas les mêmes, les codes ne sont pas les mêmes, etc. Donc nous on va le mettre ici en code FOGRA 39, en Coded. Donc ça veut dire qu'on est sur du papier couché, et FOGRA 39 c'est une norme ISO qui est déterminée pour l'Europe et qui est celle qu'on utilise aujourd'hui le plus fréquemment, même dans la quasi-totalité des imprimeries européennes. Donc je vais passer en FOGRA 39.
Arrière-plan transparent, bah, c'est vous qui choisissez. En l'occurrence, moi, j'ai pas trop l'habitude. Hein. C'est pas, on travaille plutôt sur fond blanc hein, quand on est dans l'imprimerie. Et voilà. Donc vous pouvez ensuite déterminer des marges avec marge à droite, marge à gauche, etc. Je sais pas trop, donc je découvre un peu avec vous. Récupérer la marge de l'imprimante, oui d'accord, donc il va récupérer la marge de l'imprimante qui est connectée à mon ordinateur, pourquoi pas, c'est pas idiot, c'est une option intéressante. En revanche, il me manque quelque chose d'assez important pour moi, qui travaille en imprimerie, c'est que je ne trouve pas d'unité de fond perdu. Bon, pour ceux qui connaissent la PAO et la mise en page, bah, vous comprendrez tout de suite que c'est quand même un gros manque, donc je sais pas, est-ce qu'on pourra le rajouter quelque part ailleurs? Je n'en sais rien, mais ça paraît bizarre que ça n'ait pas été prévu dans un logiciel destiné aux professionnels. Bon, voilà, donc, donc je vais décocher aligner sur les marges pour le moment, j'en ai pas besoin, et je vais donc faire OK. Donc ça me crée une page en A4 comme je l'ai demandé. Voilà. Donc ici, on ouvre une interface qui est un peu nouvelle, quoi. Hein. Alors je découvre avec vous. Bon, j'ai fait un petit tour d'horizon quand même pour pas être trop perdu. Il y a des choses que j'ai pas explorées, donc on va le voir ensemble. Donc ici, je sais qu'on a l'outil plan de travail, alors en fait qui me permet, si je trace ici une forme, de créer un nouveau plan de travail. Donc voilà, bon, pourquoi pas. Alors chez moi, le CTRL Z fonctionne, pas toujours, mais c'est un peu de manière aléatoire, mais bon, là ça a l'air de marcher. Donc ici, on retrouve notre flèche noire qui sert à sélectionner les objets sur une page. Donc par exemple, si je trace ici un carré, voilà, je sélectionne ma flèche noire et ça me permet de sélectionner mon petit carré et de le déplacer partout, quoi. Voilà. Donc je le supprime. Ici, donc on a l'outil nœud, donc qui va en fait servir à modifier des tracés qu'on a fait, puisque vous savez que dans tout ce qui est mise en page, et y compris web, etc., on utilise beaucoup à la base des tracés vectoriels, donc surtout en mise en page en fait, hein, donc qui correspondent à ces fameuses courbes de Bézier qu'on utilise couramment, notamment dans Illustrator évidemment, mais qui a été bien sûr qui est utilisé dans la mise en page et dans InDesign, et ici donc dans Affinity Designer. Donc par exemple, je vais pouvoir ici choisir l'outil plume, donc on retrouve comme dans n'importe quel logiciel de PAO, quoi, et puis tracer, voilà, tracer des formes, hein, comme je le souhaite, à la volée, avec mes courbes de Bézier. Voilà, donc je dessine une patate, et puis en fait cet outil nœud va me servir à éventuellement déplacer mes points, les modifier. Donc alors après il faut essayer de, voilà, on va essayer de trouver les commandes. Donc avec Alt, voilà, je peux bouger mes poignets. Voilà, ici. Avec Maj, je sais pas trop. Voilà, oui, bon, je peux les glisser, mais pour les garder dans leur axe d'origine. Ce qui est bien pratique d'ailleurs. J'ai jamais trouvé la fonction dans InDesign et ça me plairait bien de l'avoir. Et CTRL va nous permettre, rien, en fait, CTRL ne fait rien. Ah si, ça permet d'aligner avec la poignée d'en face. Voilà, vous voyez, ça s'affiche en rouge. Voilà, donc, bon, voilà pour l'outil nœud. On va garder notre petite forme, c'est pas qu'elle soit particulièrement jolie, notre patate, mais bon. Donc ici, on va avoir des formes prédéfinies, ici. Donc ici, on a également le crayon. Alors le crayon, vous pouvez tracer toutes sortes de tracés vectoriels, mais directement à la volée. Voilà, bon, personnellement c'est pas un outil que j'utilise beaucoup, mais pourquoi pas. Le pinceau, donc le pinceau, j'ai du mal à comprendre la différence, hein, pour tout vous dire. Si ce n'est que peut-être il a une autre épaisseur. Donc convertir en courbe, voilà, je sais pas. Ouais, le pinceau est peut-être en bitmap, faut voir, je sais pas si non, même pas, c'est aussi du tracé, bon, voilà. Donc le pinceau, on doit pouvoir peut-être lui appliquer d'autres options, j'ai pas regardé, mais ici, est-ce qu'on a? Non. Bon, je sais pas trop, faudra regarder un petit peu plus en détail à quoi ça sert par rapport au crayon. Donc ici on a l'outil de remplissage qu'on pourra voir vite fait, bon, qui sert évidemment à mettre la couleur dans les objets, quoi. Ici on a l'outil angle, alors c'est rigolo, je vais vous montrer, c'est pas mal fichu, c'est plutôt mieux fichu que dans InDesign d'ailleurs. Hein. Ici donc outil pinceau vectoriel, on l'a vu, outil remplissage on verra avec les blocs, transparence, bon, classique. Ici insérer une image, bon, voilà. Donc je vous propose de regarder les blocs. Donc si je veux tracer un rectangle, bon voilà, je trace un rectangle avec l'outil rectangle, tout simple. Hein. Ici avec la petite poignée en m'approchant, voilà, je peux le pivoter, hein, etc. Donc ici je retrouve en bas à droite dans ma palette tout en bas l'angle de rotation, sa position. Donc si je mets 0 ici,
et que je mets 0 ici, bah, ça va me le placer forcément ici dans l'angle à 0, 0, dans les coordonnées x et y 0, 0. La taille du bloc, donc bah, si je veux mettre 100 par exemple, voilà, je le redimensionne. Je peux ici choisir de cocher pour verrouiller les proportions si je le souhaite. Et ici la rotation, si je veux la modifier, la remettre à 0 par exemple pour qu'il soit droit. Bon bah voilà, j'ai placé mon bloc. Bon, jusque là rien que du classique, c'est comme dans InDesign et dans les logiciels habituels en PAO et chez Adobe en particulier par exemple. Ici donc bah, même chose, hein, donc bon voilà, je peux faire des cercles, je peux faire des rectangles à coins arrondis. Donc l'avantage c'est que là on peut le faire à la volée, avec ici la possibilité de gérer les angles directement. Donc là-dessus je trouve que c'est pas mal fichu, c'est un peu plus direct que dans InDesign où on est un peu obligé de passer par les options d'angles arrondis, etc. C'est bon, on est au 21e siècle, il serait temps quand même qu'on gagne du temps sur ces petites opérations qu'on répète sans arrêt. Même si les blocs à coins arrondis sont plus trop à la mode en ce moment, mais enfin bon, voilà, des fois ça rend service. Et puis ici, toutes sortes de formes. Alors là, ils y sont allés gaiement. Ils ont créé des tonnes et des tonnes de formes, c'est magnifique. Bon, alors voilà, tout sera peut-être pas utile, mais bon, pourquoi pas, ça peut aider. Par exemple, un petit outil rouage, comme ça, un petit graphisme rouage, bah parfois ça peut, voilà. Notamment, je pense aux gens qui travaillent un peu plus sur le web et qui voudront créer des compos réutilisable ensuite sur le web, bon bah pour créer des interfaces graphiques et tout, ça peut être sympa, des outils pointeurs, voilà. Outils circulaires, alors l'outil circulaire est amusant par exemple parce que ça vous fait un camembert donc. Et puis ici en fait vous pouvez le gérer, vous pouvez gérer les rayons, alors c'est très rigolo. Par exemple je peux ajouter un orifice au milieu. Donc si je mets un orifice de 20%, bah vous voyez, tac, ça me met, voilà, ça marche. Alors ça c'est bien pratique je trouve pour créer des petits graphiques, des choses comme ça dans des documents, ça peut faire gagner du temps et franchement Adobe serait bien inspiré de moderniser ses outils pour arriver à ce genre de choses, c'est assez pratique. Angle de départ, bah en fait il est là, c'est 90 degrés, donc si je mets 60, bah vous voyez, voilà, il se place à 60, sachant que 90 c'est la verticale. Angle de fin, bah pareil, je peux mettre 30, voilà, donc là vous voyez il se met à 30 degrés, c'est assez sympa. Et puis angle total, bah voilà, je peux mettre 200 par exemple, et donc bah il va tout me redécaler pour que ça corresponde. Bon, c'est assez sympa quoi, c'est un outil qui franchement au niveau des graphiques, et puis c'est éditable en temps réel, c'est-à-dire que si je vois que mon centre est trop petit, bah voilà, je mets 40 et puis mon camembert. J'ai eu besoin de ça récemment au niveau professionnel pour créer des graphiques pour un client. Si j'avais eu ça directement dans InDesign au lieu de me casser la tête à le faire manuellement dans Illustrator, croyez-moi, j'aurais gagné des heures de boulot, quoi. Donc ça peut compter parfois. On peut inverser les angles également, voilà. Voilà, si vous voulez utiliser le reste plutôt que la partie que vous avez dessinée. Et puis on peut fermer le circulaire si on souhaite le remettre, le réinitialiser en quelque sorte. Donc on a un joli donut, quoi. Voilà, donc pour les formes, alors voilà, après on a des formes. Alors pour les formes, on peut utiliser voilà, ce genre de choses. Bon, pourquoi pas, hein, c'est sympa, quoi. Je trouve que c'est une bonne initiative. Et puis si vous les sélectionnez avec la touche Maj, bon, comme dans tout logiciel de graphisme qui se respecte, bah après vous avez accès à ces options là-haut, qui correspondent à ce qu'on appelle le Pathfinder dans InDesign, Illustrator, qui permettent soit bah, d'ajouter les formes entre elles. Alors bon là, j'avoue que j'ai pas trop compris, est-ce qu'il les a ajoutées pas vraiment, ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Alors là, bon, il y a peut-être un petit bug à corriger là. On peut les soustraire. Alors bon voilà, alors peut-être parce qu'il faut que je passe celui-là en arrière-plan, je sais pas. Donc je vais le mettre en arrière-plan pour voir. Hop, hop. Ouais non, bon apparemment il y a un petit souci quand même là, c'est pas encore trop au point. Bon l'intersection fonctionne visiblement. Divisé, donc ouais. Bon. Ça a pas l'air ça a pas l'air trop bien marcher ce truc encore, hein. Ils doivent pas être au point encore sur cet outil, mais bon voilà, ça existe quoi. Donc on peut supposer que dans les versions finalisées, bah, petit à petit ça va s'arranger quoi. Donc voilà pour les outils formes, hein. Bon, je vais enlever un petit peu tout mon bazar parce que ça fait un peu fouillis. Alors oui, c'est pareil, l'outil sélection pour sélectionner toutes les formes à la fois, vous voyez, marche pas forcément super bien non plus. On a pour habitude, pour aller vite quand on est graphiste, de tout sélectionner à la volée comme ça. Et normalement, dès que vous saisissez une forme, une intersection de la forme, comme à cet endroit-là par exemple, bah, vous voyez, il ne me sélectionne pas le rectangle gris en haut à gauche. Donc bah, ce serait bien qu'il le sélectionne. Donc en fait, il faut que je sélectionne vraiment la forme dans son intégralité pour qu'il l'insère dans le... Voilà, donc bon, ça c'est un peu fastidieux. S'ils peuvent l'améliorer, ce serait bien. Voilà, donc bon, je sélectionne tout, je le supprime, voilà.
Donc après, quand on est infographiste, notamment PAO, mise en page, etc., on aime bien quand même manipuler les textes et les images, hein, c'est quand même la base. Donc pour les images, alors en fait l'outil insérer une image se trouve ici, à gauche dans la. Et donc en fait pour les outils, c'est un peu spécial là pour insérer une image, c'est un peu différent. On a pour habitude dans InDesign de créer le bloc et ensuite insérer l'image dedans. Enfin c'est comme ça que je procède moi. C'est-à-dire que quand vous créez une maquette, quand vous êtes professionnel en infographie, souvent vous créez d'abord les blocs, la maquette avec les repères, etc. Et puis ensuite, vous les alignez, vous faites votre mise en page et puis vous insérez les images et les textes ensuite dedans. C'est un peu comme ça qu'on procède si on veut être rigoureux. Et là, en fait, moi, ce système d'insertion des images, vous allez voir, il marche un peu différemment et ça me convient moins. Alors peut-être parce que j'ai des vieilles habitudes aussi, hein, je sais pas, mais bon, vous le verrez quoi. Voilà, donc en fait, quand on veut insérer une image, on clique l'outil insérer une image et en fait, il vous ouvre directement le menu pour insérer l'image. Donc bon, je vais en sélectionner une là d'un client pour qui j'ai réalisé des photos. Je vais faire ouvrir. Et là, en fait, vous voyez, si je clique, il va me l'insérer à son format complet. Voilà, donc après, à moi de la redimensionner, etc. Bon, ça, c'est un peu comme dans InDesign, hein, on peut le faire, l'importer directement à son vrai format. Soit, en fait, je peux éventuellement choisir l'image et voilà, et l'insérer. Alors, par défaut, en fait, il l'insère de manière homothétique, vous voyez. C'est si je fais mage, par contre, j'ai la possibilité, donc ça marche un peu à l'envers par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que c'est si je fais mage que je peux lui donner la dimension que je veux. Si je lâche mage, si je le laisse par défaut, en fait, voilà, ça fait un peu insérer une image pour les noobs, quoi. Voilà, donc par défaut, en fait, elle se dimensionne de manière homothétique. Quelque part, c'est pas idiot parce qu'une photo, par défaut, normalement, on n'est pas censé la déformer hein, quand on fait de la mise en page. Donc voilà. Donc après, si je veux redimensionner ici, le problème c'est que ça me redimensionne vraiment l'image, quoi. Ça me plaît moins, par contre, par rapport à InDesign, qui me permet de redimensionner le bloc sans toucher à mon image. Donc en fait, si on veut redimensionner l'image qui est dedans, on va être obligé d'aller sélectionner un autre outil qui s'appelle outil recadrage vectoriel et qui va me permettre ici de redimensionner le bloc sans toucher à l'image. Alors je trouve ça un peu dommage parce que du coup on utilise deux outils pour une seule opération. Alors que depuis quelques années justement Adobe a fait un effort pour simplifier l'outil pour qu'on ait toutes les fonctions directement dans un seul outil. Donc bon là je pense qu'il y a peut-être quelque chose à améliorer de ce point de vue parce que honnêtement je vous cache pas qu'au quotidien si je devais utiliser ce logiciel au niveau professionnel, quand je vois le nombre d'images et de textes que je redimensionne dans la journée, c'est des centaines d'opérations par jour, donc chaque clic coûte. Donc voilà, les raccourcis, pouvoir utiliser un outil avec plusieurs fonctions, c'est quand même bien pratique quoi. Bon voilà, donc après vous redimensionnez, vous redimensionnez votre bloc comme vous voulez, etc. Vous pouvez le sélectionner à nouveau, le bouger et tout ce que vous voulez. Donc là, si je l'agrandis, bon l'avantage c'est que ça m'agrandit le bloc directement. Bon, c'est peut-être une question d'habitude, à voir. Voilà, donc pour les blocs de texte, alors il y a deux options, outil texte artistique ou outil zone de texte. L'outil zone de texte est, je dirais, la fonctionnalité qui ressemble le plus à celle d'InDesign, quoi. Donc voilà, on trace un bloc et puis ici, je vais pouvoir taper du texte comme je le souhaite, quoi. Voilà. Alors après, j'ai toutes mes options en haut, donc le corps de caractères, quoi. Hein. Donc on peut mettre en 12, on peut mettre en 14, en 16, etc. La typo bien sûr, hein, donc voilà, je peux mettre ce que je veux, regular, bold, etc. Donc il y a le bold qui est rajouté artificiellement par l'application. Bon, en général, c'est pas trop recommandé en PAO parce que ça peut créer des conflits avec justement les polices qui sont installées sur le système de l'imprimeur. Donc je sais pas comment ils vont gérer ça. C'est peut-être pas une super idée de l'avoir proposé en dehors de la police. C'est-à-dire que normalement, si la police propose pas le bold et l'italique, il vaut mieux pas l'insérer en plus. Sinon, ça crée des conflits avec les polices. Et je suis pas sûr que les professionnels apprécient trop la blague, quoi. Peut-être que ça se gère mieux aujourd'hui, je sais pas. Bon, puis si on retrouve, voilà, nos faire à gauche, faire à droite, centrer, justifier à gauche, etc. Bon, voilà, on les a tous dans le menu là. Donc ici, l'interlignage, hein, voilà, donc même chose, on peut rajouter l'interlignage. Donc on peut travailler sur les options de caractère. Et puis sur les options de paragraphe. Alors ici on a une palette, voilà, je l'avais bougé moi, mais bon. Donc la palette, après vous pouvez l'insérer où vous voulez. Hein. Voilà, vous l'avez ici.
Voilà, vous pouvez bouger de toute façon vos palettes, vous pouvez les bouger comme vous le souhaitez, hein. C'est assez souple, hein. Là, par exemple, ceux qui ont l'habitude des logiciels Adobe InDesign auront l'habitude d'avoir plutôt l'historique et le navigateur en haut de la fenêtre. Donc peut-être que on a ces habitudes, hein, on vieillit. Donc peut-être que vous préférerez la mettre ici. Bon voilà, vous la mettez en haut, vous l'avez en haut, hein, c'est très bien. Voilà, donc pour le texte, après on a les modifs. Alors on a beaucoup moins d'options dans les barres d'outils ici, quels que soient les outils d'ailleurs. Alors bon, on est en phase de développement, hein, donc bon, ça va peut-être s'enrichir, mais on a quand même beaucoup moins d'options ici, notamment tout ce qui est, vous voyez, quand vous êtes dans les paragraphes, vous n'avez pas toutes les options de césure, toutes les petites icônes qui vous font gagner du temps, etc. Donc voilà, bon, ça va peut-être s'arranger. Pour le moment, les barres d'outils sont un peu vides. J'imagine qu'à l'avenir, Affinity va s'enrichir avec peut-être plus d'options directement dans la barre d'outils qui vous font gagner du temps, quoi. Voilà, donc pour le texte, mettons qu'on le centre. Alors ensuite, quand vous voulez centrer les blocs entre eux, vous les sélectionnez avec Maj. Et puis ici, par exemple, vous pouvez les aligner. Donc faire à gauche, centrer, faire à droite, aligner par les centres. Vous pouvez les aligner verticalement ici, etc. Quoi, voilà. Bon, ça c'est classique, hein, c'est tout ce qu'on retrouve, je dirais, dans un logiciel de mise en page normal. Alors j'ai pas vu, vous voyez là par exemple quand je déplace, il y a des petites choses encore qui sont manquantes, hein, c'est normal, c'est en développement, mais qu'a rajouté depuis quelques années Adobe, ce qu'on appelle chez Adobe les repères commentés, qui font que par exemple quand vous déplacez un bloc maintenant dans InDesign, vous avez une petite ligne de couleur qui vous indique s'il est aligné ou pas. Vous voyez là, si je veux le centrer par exemple avec ma photo au-dessus, je sais pas si c'est aligné en fait, j'ai pas, donc à part sélectionner mes deux blocs comme ça ici et les aligner, en fait c'est 3 opérations quand même pour les aligner. Aujourd'hui dans InDesign, quand je le déplace à la main, ça m'indique immédiatement par une petite ligne si c'est aligné sur la page en violet ou aligné sur le bloc au-dessus en vert, etc. Ce qu'on appelle les repères commentés. Alors peut-être c'est dans les options, voilà, je sais pas trop, hein, si c'est dans les options peut-être à cocher, des choses que j'ai pas encore vues, hein. On n'est peut-être pas forcément forcer l'alignement des pixels, je sais pas, est-ce que c'est ça, non. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Magnétisme peut-être, est-ce que ça fonctionne? Ah oui, voilà, donc on l'a, voilà. Bon voilà, je l'ai découverte en même temps que vous. Donc c'est l'option magnétisme. Alors vous voyez, la ligne rouge symbolise ici donc la moitié de la page, et la ligne verte signifie que les deux blocs sont alignés entre eux. Si je veux l'aligner dans ma page, je suppose que, voilà, tac, et voilà, il m'aligne les deux blocs. Alors est-ce que je peux l'aligner? Voilà. Donc le milieu de la page est en rouge. Ouais, c'est pas mal. Bon voilà, ils ont repris des options qui existent et qui sont sympas. Et ce qui est sympa, c'est qu'on vous indique ici l'espace qu'il y a entre les deux. Et les petits numéros là, 43,9, c'est le nombre de millimètres qu'il y a entre les deux. Voilà, je suppose. Etc. Bon voilà, ça marche bien, hein, c'est pas mal. Pour le moment, pour une version en développement, c'est plutôt sympa, quoi. C'est peut-être un logiciel qui a de l'avenir, c'est à surveiller, quoi. Bon, ici vous avez donc la pipette, bon classique, vous tracez un bloc par exemple. Voilà, donc ici vous allez dans votre palette, la palette couleur. Alors je sais plus où je l'ai mise, je l'ai perdue, ici par exemple, et puis là vous allez mettre une couleur, ou vous rentrez les valeurs en CMGN directement, hein, donc par exemple, pour faire, je sais pas, moi un vert anis, on va mettre ici... Alors oui, j'ai un problème, ma touche la touche tab par contre ne passe pas d'un champ à l'autre, et ça c'est extrêmement casse-pied, parce que j'utilise énormément la touche tab pour passer d'un champ à l'autre. Alors est-ce que c'est parce que c'est en développement? Est-ce que c'est mon système de majuscules sur PC qui marche pas bien? Je sais pas. Mais je vous avoue que ça me fait perdre un temps assez fou, quoi. Ça m'oblige à cliquer à chaque fois dans le champ. Voilà, donc on a notre bloc vers Anis. Et puis ici je trace un autre bloc qui est rouge par exemple. Bon c'est comme dans InDesign, hein, je sélectionne mon bloc rouge. Si je veux lui appliquer la couleur verte, je prends la pipette, je clique ici et mon bloc devient vert comme l'autre. Voilà, bon, classique, quoi. On retrouve les outils de base, hein, si j'ose dire. La loupe, voilà, si vous voulez. Donc il vous suffit de cliquer et glisser et ça zoome. Pourquoi pas, c'est pas mal. Bon, après vous avez le principe, alors c'est pas Alt, c'est CTRL ici, qui sert à zoomer, dézoomer. Chez Adobe c'est Alt, avec la molette. Ici c'est CTRL avec la molette, ça revient au même. Donc bon,
Je dirais que la loupe, on s'en sert peu quand on a l'habitude d'utiliser les touches CTRL, ALT, MAJ, etc. Voilà, on retrouve les options de base, on va dire. Donc si je sélectionne un bloc ici et que je lui applique une transparence, il me suffit de cliquer ici, la transparence. Et puis voilà, tac, vous voyez. Alors ça par contre c'est bien sympa, c'est une option que je trouve assez chouette parce que ça se fait en temps réel. Par rapport à InDesign où vous n'avez l'aperçu que quand vous cliquez, que quand vous lâchez votre clic. Là je trouve ça super sympa, avec un système en plus d'alignement sur les bords qui se fait automatiquement. Donc du coup ça vous permet de vraiment bien suivre un bord. Ou vraiment c'est vraiment bien fichu. Je trouve qu'au niveau du... En fait, c'est là-dessus que je trouve que Adobe a le plus à travailler, c'est sur tout ce qui est vectoriel proprement dit, et tout ce qui est des petites choses qui vous simplifient la vie, quoi. Voilà. Donc là, je peux appliquer une transparence, vous voyez. Voilà, et je la fais en temps réel, c'est ça qui est super sympa, quoi. Si vous superposez vos blocs et tout, vous voyez, si je le superpose là et que je veux appliquer ma transparence, en fait, je la fais, vous voyez, je peux la faire en temps réel et vérifier à quoi ça ressemble, quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment très chouette. C'est vraiment des options sur lesquelles là, en l'occurrence, Adobe a pris un petit coup de vieux, c'est-à-dire qu'on a l'impression que leurs outils n'ont pas été réactualisés, quoi. Même si ça reste très très sérieux, hein, c'est du bon boulot. Alors il y a une option que je trouve sympa, qui est très très complète là dans ce logiciel, c'est l'option, je vous en ai parlé très très vite tout à l'heure, c'est l'outil angle. C'est très rigolo. Vous sélectionnez votre forme, ici, et quand vous avez l'outil angle sélectionné, vous choisissez par exemple arrondi. Ici, vous choisissez l'angle sur lequel vous voulez travailler et hop, vous voyez, regardez, ça vous fait l'arrondi en temps réel. Alors ça, je trouve ça super sympa. Vous sélectionnez l'angle, vous choisissez ici par exemple un biseau, hop, tac, vous glissez et le biseau se fait tout seul. Et à chaque angle, vous pouvez répéter l'opération autant de fois que vous voulez. Ça se fait à la volée, c'est super bien foutu. Vraiment, franchement là, je dis par contre que cet outil est 10 fois mieux fichu parce que quand vous voulez créer des boutons, des petites formes un petit peu complexes, etc. pour faire, je sais pas moi, des bandeaux de titres, des choses comme ça, franchement les options sont très chiches dans InDesign et donc du coup bah vous y passez du temps ou alors il vous faut aller les dessiner soit à la plume dans InDesign et ensuite appliquer. Enfin c'est pas toujours très intuitif. Là franchement je trouve que l'outil est très sympa. Donc vous pouvez mettre des pans coupés, des arrondis, enfin vous avez toutes sortes de choses, donc toutes les options qui se trouvent ici en fait. Et ensuite, si vous voulez vraiment le paramétrer au millimètre près, bah, il vous suffit de sélectionner votre angle et puis de faire glisser, et puis vous verrez, je sais pas, il faut essayer de... Voilà, bon. Alors après, je sais pas trop comment ça va fonctionner, ouais voilà, ah oui, vous pouvez encore rajouter, vous voyez, votre arrondi ici, enfin, c'est très très chouette quoi. Ça c'est plutôt bien pensé quoi. Donc bah voilà donc pour les outils de la barre outils à gauche qui pour le moment est assez simple mais offre on va dire les fonctions de base dont on a besoin dans un logiciel de mise en page quoi. Et puis ici bah, on a toutes les options en haut, hein, toutes les options liées à chacun des outils. Donc on en retrouve pas mal quand même, hein, mode intelligent. Alors voilà, alors bon après moi je suis pas toujours fan des modes intelligents, vous voyez, qui prennent des initiatives à votre place. Des fois c'est plus casse-pied qu'autre chose, mais bon voilà, bon là par exemple je sais pas trop ce qu'il essaie de me faire faire, mais bon pourquoi pas. Ici vous avez voilà mode polygone, donc bah, systématiquement voilà il va vous faire que des angles, hein, etc. Donc vous pouvez convertir, alors convertir, bah voilà vous utilisez l'outil là et puis c'est comme dans. Après je suppose que voilà on retrouve des fonctions. Alors faut explorer. Hein. Pas trop comment ça marche, voilà, il vous fait l'arrondi automatiquement, puis ensuite bah, vous vous débrouillez avec les poignées. Donc là, bah, ça faudra explorer davantage, hein. Il faut découvrir un peu. Là, je vous fais juste un petit tour d'horizon d'un logiciel. Alors vous voyez là, par exemple, pour sélectionner, vous voyez, si je fais ça, il me sélectionne rien. Il faut vraiment que je prenne la forme complète, et ça, c'est vraiment casse-pied, quoi. Bon, et puis ici à droite, bah, on a toutes nos palettes. Alors les palettes, alors contrairement à Adobe, c'est pas dans fenêtre, parce qu'en fait fenêtre, ça désigne les fenêtres de documents ouvertes. C'est-à-dire que si j'ouvre un deuxième document, par exemple, vous voyez, hop, il me rajoute un onglet, hein, comme dans les logiciels Adobe qui ont rajouté ça récemment. Voilà, donc non, en fait, afficher les fenêtres, c'est pas dans fenêtre, c'est dans affichage. Donc bah là, voilà, alors on a des modes d'affichage en pixels, en vecteur. Alors moi je suis en vecteur là, puisqu'on travaille sur de la PAO, mais bon pourquoi pas. Voilà, gestionnaire de guide, gestionnaire de magnétisme, etc. Voilà. Bon, il faut travailler un petit peu
sur l'interface. Hein. Je pense qu'il manque encore beaucoup de choses, c'est en développement, mais c'est bien, ça fonctionne pas mal. Donc ici vous avez toutes les options d'espacement. Alors pour tout ce qui est paragraphe, vous avez donc les caractères, je sais pas où ils sont passés, je les ai perdus en cours de route. Oui, voilà, donc si je veux ici, voilà, je peux rassembler mes onglets dans une même palette qui concerne que les textes. Voilà, je peux déplier les options ou pas les déplier. Ici donc on a les calques. Alors ce qui est sympa aussi, c'est qu'on s'aperçoit que donc dans le logiciel c'est pas mal fichu. En fait bon, je pense que c'est une habitude à prendre, mais ça peut être sympa. À chaque fois que vous créez un objet, en fait, il vous crée le calque correspondant. Donc ça veut dire que si vous voulez le masquer, voilà, il vous suffit de le décocher ici. Et c'est plutôt pas mal. Je trouve que de ce point de vue-là, InDesign a peut-être des progrès à faire sur la sélection des blocs avant, arrière, déplacement, arrière-plan, premier plan. Alors quand on a l'habitude des raccourcis, bon, on s'en sort. Mais c'est parfois un peu fastidieux, quoi. Bon, les effets, alors flou gaussien, pardon, ombre externe, interne, etc. Bon, on retrouve un peu les options de base, je dirais, qui sont présentes dans tous les logiciels. Bon, alors voilà, je les ai pas essayés, mais voilà, est-ce qu'on a, je sais pas ce qu'ils appellent, oui, voilà, 3D, l'embossage, qui est interdit par la Convention de Genève depuis 1999, mais bon, pourquoi pas, si vous voulez faire des trucs moches, vous avez le droit, c'est pas interdit. Biseautage, estampage, voilà, bon, des choses comme ça. Alors bon, toutes sortes d'options, là, je vous laisse vous amuser avec. Justification, voilà, donc tout ce qui est texte ici. Couleur, échantillon, trait. Alors par contre, échantillon, donc c'est ce qu'ils ont appelé échantillon, en fait c'est le nuancier dans les logiciels habituels. Je vous avoue que j'ai pas trouvé ça super bien fichu, au sens où normalement dans InDesign, quand vous créez une nuance, elle est réutilisable à l'infini. Alors ici on a donc on peut, ça c'est pas mal, par contre le fait de pouvoir les trier par nuancier, donc nuancier de gris, nuancier en couleur, nuancier ici avec les dégradés, donc ça c'est trié, c'est pas mal. Bon, l'accès directement au catalogue Pantone, c'est bien parce que dans le monde professionnel on est amené à utiliser les Pantone de temps en temps, c'est pas tout le temps mais parfois c'est propre au monde professionnel, donc c'est bien. Ici vous avez les couleurs récemment utilisées, bon pourquoi pas, c'est bien, c'est une bonne idée quoi, dans l'ensemble. Par contre, voilà, dans échantillon, j'aimerais comprendre, j'ai pas trouvé la fonction pour créer simplement une nuance. Alors bon, peut-être que je suis un peu idiot, je sais pas, j'ai peut-être pas encore suffisamment exploré le truc. Mais voilà, on peut la créer ici, mais j'aimerais pouvoir ensuite l'importer dans mon nuancier et j'ai pas trop compris comment ça marche. Bon voilà, à voir par la suite si ça se simplifie ou si c'est moi qui n'ai pas bien compris le fonctionnement. Ici, bon, vous avez les traits de pinceau, vous avez les contours, alors les bouts des contours, donc comme dans InDesign. D'ailleurs, où trace-t-on un trait? Je ne sais pas. Donc je vais en tracer un manuellement, voilà. Donc ici, je peux lui mettre des bouts arrondis, je suppose. Voilà, je sais pas trop comment ça fonctionne, donc on va le mettre épais pour voir un peu plus clair. Voyons ce que ça donne. Oui, voilà, il m'a bien mis le bout arrondi. Bout carré, extrémité carrée, extrémité aplatie. On peut mettre des angles, donc si jamais si on réalise un tracé à plusieurs segments, voilà. Donc ici, on peut choisir les angles arrondis, les angles donc brisés en biseau. Voilà, et puis ensuite on peut choisir d'aligner l'angle sur l'intérieur ou l'extérieur ou le milieu du tracé. Donc ça, voilà, classique, comme dans... Alors vous voyez, bon là je retrouve mon petit problème, c'est que du coup, pour pouvoir sélectionner mes deux tracés pour les supprimer, puisqu'il les a pas joints, en fait, je peux pas faire juste ça quand je suis zoomé, par exemple. Si je fais ça, je peux pas les sélectionner. Ça, c'est vraiment une chose qu'il va falloir qu'il corrige rapidement. Parce que c'est vraiment, donc du coup ça m'oblige à tout dézoomer, sélectionner entièrement les deux pièces et les supprimer. Un peu contraignant ça quand même. Voilà, bon écoutez, voilà pour ce tour d'horizon. Alors après faudra aller plus en détail, mais bon pour le moment peut-être un logiciel qu'il faudra suivre, qui peut paraître éventuellement assez prometteur. Et puis bon, qui va peut-être s'enrichir, on peut imaginer, avec tout un tas d'options. Pour le moment, ça me paraît être un bon concurrent pour la suite Adobe. Avec, je pense, au quotidien, en utilisation professionnelle, peut-être pas mal de petites choses qu'il va falloir enrichir, mais bon, ça part pas mal. Après, dernière chose que je vous ai pas montré, mais qu'il faudra que vous dépatouillez vous-même, qu'on fait un petit peu systématiquement dans un logiciel nouveau qu'on prend en main.
Bah, c'est aller dans la configuration. Donc ici, donc ça, on retrouve la fenêtre de départ de quand on a créé notre document. Voilà. Et puis dans les préférences, bah ici vous avez tout. Vous avez général, donc ouvrir le document au démarrage, importer le texte PSD, etc. Donc ici ensuite vous avez toutes les catégories, général, raccourci de clavier. Donc bah voilà, pouvoir vous configurer vos propres raccourcis clavier. Alors je pense que pour le moment il n'y en a pas trop parce qu'ils sont en développement. J'espère qu'ils comptent l'enrichir assez rapidement, qu'on n'aura pas besoin de voilà de se les configurer nous-mêmes parce que ça risque d'être fastidieux. Divers, alors voilà, réinitialiser les remplissages, etc. Bon, voilà, je sais pas trop à quoi ça correspond. Performance, donc bah, vous pouvez jouer avec les curseurs hein, en fonction de la puissance de votre ordinateur, pouvoir paramétrer la quantité de mémoire allouée au document, etc. C'est plutôt pas mal de le configurer ça. Les outils, donc minimal, petit, par défaut, etc. Donc c'est ce qui vous permet taille de poignée de l'outil et tout. C'est bien de pouvoir le paramétrer. Je trouve que les outils d'ailleurs de poignée, de sélection et tout, à part cette sélection multiple, sont plutôt bien fichus dans ce logiciel et plutôt plus faciles à sélectionner et à cliquer que dans Adobe, où des fois si on n'est pas pile poil sur le coin du petit angle, etc., et ben ça marche pas bien. Alors il faut cliquer 3 fois, c'est un peu casse-pied. On s'habitue mais c'est vraiment casse-pied quand même. Alors que là c'est plutôt intuitif. Et puis l'interface utilisateur, voilà, donc bon vous pouvez voilà, modifier tout un tas de choses, le gris de l'arrière-plan, alors voilà si vous voulez l'éclaircir, le foncer, etc. Niveau de gris de l'arrière-plan du plan de travail, bon bah là on voit rien évidemment, mais le gamma, donc pouvoir, voilà, est-ce que vous voulez gérer, alors ça peut être bien par exemple si votre écran n'est pas parfaitement calibré, de pouvoir gérer le gamma de l'application par rapport, pour l'ajuster par rapport à tout simplement les imprimeurs avec qui vous travaillez. Si vous apercevez que votre écran est trop sombre ou trop clair, ça peut être pas mal de pouvoir corriger à la volée, quoi. Bon, voilà pour cette découverte un petit peu, je dirais, un petit peu impromptue de ce logiciel. Évidemment, ça nécessitera de prendre un petit peu de temps pour découvrir les outils plus en détail, mais bon, j'espère que ça vous aura peut-être donné envie de, bah, vous aussi, de télécharger la bêta et puis de découvrir ce nouveau logiciel qui peut-être à l'avenir deviendra un concurrent sérieux peut-être au logiciel Adobe qui ont été adoptés pour le moment en grande majorité par les professionnels, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis bah à bientôt pour d'autres tutos sur unphotographiste.com.